Mes parents ont offert une Tesla à mon frère et une épave à moi. Il a besoin d'images, disait-il. J'ai alors acheté une Porsche 911 neuve. Mon père a osé me demander de payer leurs dettes. J'ai ri, je ne crois pas, non. Mes parents ont vidé leurs économies secrètes pour acheter à mon frère au chômage un véhicule électrique de luxe tout en me jetant les clés d'un piège mortel rouillé. Ils croyaient que je serais leur plan de retraite. Au lieu de cela, j'ai conduit directement chez un concessionnaire, j'ai acheté une Porsche, et j'ai regardé leur filet de sécurité financière s'évanouir à jamais. Le métal donnait l'impression de se désintégrer dans ma paume. C'était la première chose que j'ai remarquée. Pas le poids des clés, mais la texture granuleuse et oxydée de la rouille s'écaillant contre ma peau. Je les ai fixées, une seule clé dentelée sur une boucle de fil métallique sans boîtier, sans télécommande, juste une pièce de métal qui semblait avoir été draguée du fond d'un lac. À 3 mètres de là, le soleil de fin d'après-midi étincelait violemment sur le capot poli et obsidien d'une toute nouvelle Tesla Model S Plaid haut de gamme. Elle était élégante, silencieuse et agressive, une machine à 100 000 € qui hurlait le statut social. Mon frère Cédric était appuyé contre elle, les bras croisés sur sa poitrine, un sourire narquois jouant sur ses lèvres qu'il n'essayait même pas de cacher. Il avait l'air d'avoir remporté une loterie pour laquelle il n'avait pas acheté de billets. « Joyeux anniversaire, les enfants » a déclaré mon père, François, sa voix résonnant de cette générosité de façade qu'il adoptait toujours lorsqu'il voulait un public. Il s'est essuyé les mains sur son jean, rayonnant en regardant Cédric, puis m'a accordé un regard rapide et désinvolte. Nous voulions être justes, vous préparer tous les deux pour le prochain chapitre de vos vies. J'ai regardé de la clé rouillée dans ma main à la Tesla, puis à l'allée derrière François, où mon cadeau était garé. C'était une berline beige de 2002. Le vernis s'écaillait comme une peau brûlée par le soleil, révélant une peinture terne et irrégulière en dessous. Le pare-choc avant était maintenu par ce qui ressemblait à des attaches de câbles et de l'espoir, et la voiture était garée de travers, inclinée vers la gauche comme si la suspension avait rendu l'âme une décennie auparavant. Juste, les mots ont été arrachés de ma gorge. Ma poitrine était serrée, une pression physique me comprimant les poumons. Ce n'était pas de la jalousie. Je ne voulais pas de la Tesla. Je n'aimais même pas trop les voitures électriques. C'était l'énorme disparité, sans phare. C'était la preuve mathématique de mon insignifiance. Maintenant, Amélie, ne commence pas, a dit ma mère, Marie, intervenant en descendant du Porsche pour se tenir à côté de François. Elle a lissé son tablier, ses yeux dardant autour du quartier pour s'assurer qu'aucun voisin ne soit témoin d'autre chose qu'un moment de famille heureux. Cédric a besoin d'un véhicule fiable. Il lance son affaire de conseil. L'image est primordiale dans son secteur, tu le sais. Il a 30 ans, maman, dis-je, ma voix tremblant malgré tous mes efforts pour la garder stable. Il n'a pas gardé d'emploi plus de 6 mois depuis qu'il a terminé le lycée. Et vous lui avez acheté une voiture qui coûte plus qu'un acompte pour une maison. C'est un investissement, a aboyé François, son sourire s'effondrant instantanément. Il détestait être remis en question, surtout par moi. Et toi, tu as un travail, un emploi stable. Tu peux réparer cette berline. C'est une spécialité de mécanicien. De bonne base. Cela forge le caractère. Le caractère, ai-je répété, regardant les pneus lisses de la monstruosité beige. Papa, cette voiture n'est pas sûre. Regarde les pneus. Il n'y a plus de sculpture. C'est pratiquement illégal de conduire. Cédric a ri. C'était un son court et sec. Ne sois pas ingrate, Amel. Une voiture est une voiture. De plus, tout le monde ne peut pas gérer la puissance d'une Plaid. Tu la planterais probablement en sortant de l'allée. François a ricané, tapotant Cédric dans le dos. Exactement. Tu vois, lui, il comprend. Nous aidons ceux qui ont besoin d'un coup de pouce, Amélie. Tu as toujours été indépendante. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Il m'a jeté un chiffon qui a atterri sur mon épaule. Il y a du polish dans le garage si tu veux la faire briller un peu. Mais nous allons faire un tour avec la nouvelle voiture de Cédric. Ne nous attends pas pour le dîner. Ils se sont entassés dans la Tesla. François, Marie et Cédric. Les poignées de porte futuristes se sont étendues automatiquement, brillant d'une lumière douce qui semblait se moquer de la pièce de rouille dentelée dans ma main. Je les ai regardés partir, le moteur électrique fredonnant un air silencieux de supériorité.
Ils n'ont même pas regardé en arrière. J'étais seul dans l'allée, les gaz d'échappement de leur négligence m'étouffant plus que n'importe quel moteur à essence ne l'aurait pu. J'ai regardé la berline. J'ai regardé la maison que je les avais aidés à peindre l'été dernier. J'ai regardé le jardin que j'avais payé pour faire paysager pour leur anniversaire. Ce n'était pas juste une voiture. C'était un reçu pour 30 ans passés à être la pensée secondaire. La chaleur à l'intérieur de la berline de 2002 était suffocante. Je conduisais depuis seulement 15 minutes et mon chemisier me collait déjà au dos. J'avais essayé d'allumer la climatisation, mais le seul résultat avait été un sifflement aigu provenant des bouches d'aération, suivi d'un souffle d'air chaud et poussiéreux qui sentait la souris morte et le mildiou. Je l'ai rapidement éteint, baissant les vitres à la place. La manivelle manuelle côté conducteur était raide, résistant à chaque tour, et la vitre passager n'a pas bougé du tout. Je me suis engagé sur l'autoroute, agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. La direction était lâche, instable. Chaque fois que la voiture dépassait les 60 km/h, tout le tableau de bord tremblait violemment, le plastique cliquetant à un rythme chaotique qui me crispait les dents. Je pouvais sentir chaque rainure de la route à travers le siège, la suspension étant inexistante. J'ai vérifié le rétroviseur. Un morceau de ruban adhésif le maintenait en place, mais la vibration de la voiture le faisait constamment pencher, m'obligeant à le réajuster en permanence pour voir la circulation derrière moi. Ça forge le caractère, avait dit François. J'ai laissé échapper un rire amer et sec qui fut avalé par le rugissement du vent s'engouffrant par la fenêtre ouverte. Caractère. C'était leur mot de code pour négligence. Quand Cédric a eu des tuteurs privés parce qu'il était, mal compris, par ses professeurs, c'était du soutien. Quand j'ai lutté avec le calcul et que je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour m'enseigner à l'aide de vidéos YouTube parce qu'il ne voulait pas payer pour de l'aide, c'était forger le caractère. Quand Cédric a eu la suite parentale au sous-sol avec la salle de bain privative, c'était parce qu'il avait besoin de son espace. Quand je dormais dans la petite pièce qui était techniquement un placard converti, c'était parce que j'étais facile à gérer. Un SUV de luxe m'a dépassé et le courant d'air a fait dévier dangereusement la petite berline beige vers la droite. J'ai lutté avec le volant, mon cœur tambourinant contre mes côtes. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était dangereux. Il m'avait mise dans un véhicule dangereux à conduire, et il dormait paisiblement la nuit, pensant qu'il m'avait rendu service. J'ai pris la sortie suivante, ayant besoin d'un moment pour respirer. J'ai dirigé le tas de ferraille cliquetant vers le parking d'une station-service, les freins grinçant assez fort pour faire tourner les têtes. J'ai coupé le moteur. Il a crachoté et toussé pendant 3 bonnes secondes avant de finalement s'éteindre et j'ai posé mon front sur le volant. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti. C'était un SMS de Marie. J'espère que tu es bien rentré. N'oublie pas, nous avons besoin que tu viennes ce week-end pour aider à installer la borne de recharge de Cédric. Papa ne veut pas payer d'électricien, il dit que tu es doué avec les fils. J'ai fixé l'écran. Doué avec les fils. C'était ainsi qu'il me voyait. Utile, pratique, la fille qui travaillait avec les ordinateurs et les trucs techniques. Pour eux, ma carrière était un vague flou de dactylographie et de réparation de routeurs Wi-Fi. J'étais le support informatique. J'étais celle qui réparait l'imprimante. J'étais celle qui installait la Smart TV. Ils n'en avaient aucune idée. Ils ne savaient pas que, doué avec les fils, signifiait en réalité que j'étais architecte de solutions senior pour l'une des plus grandes sociétés de fintech du pays. Ils ne savaient pas que ma prime trimestrielle du mois dernier était supérieure à ce que François gagnait en un an au sommet de sa carrière. Je ne leur avais jamais dit, pas explicitement. Je conduisais une modeste berline, qui était actuellement au garage pour une révision de routine, d'où la raison pour laquelle j'étais chez eux pour chercher une voiture. Je portais des vêtements simples. Je louais un appartement agréable mais discret en ville. Je gardais ma vie privée parce que je savais que s'ils comprenaient l'ampleur réelle de mes finances, je cesserais d'être leur fille et deviendrais leur distributeur automatique. Mais en regardant ce message, en regardant la demande de ma main-d'œuvre pour installer un chargeur pour une voiture qui coûtait plus que les économies de toute la vie de mes parents, quelque chose s'est brisé. Ils me croyaient fauché. Ils me croyaient en difficulté, juste en train de joindre les deux bouts, reconnaissante pour une berline rouillée parce que je n'avais pas d'autre option. Ils pensaient détenir le pouvoir parce qu'ils détenaient les cordons de la bourse, ou du moins les cartes de crédit. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai supprimée.
Mais ils avaient oublié une chose cruciale, ai-je murmuré à la voiture vide et étouffante. Je peux me permettre d'acheter et de revendre toute leur réalité. J'ai levé les yeux vers la concession de l'autre côté de la rue. C'était un centre Porsche. Le bâtiment de verre était impeccable, abritant des rangées de perfection d'ingénierie. Je n'allais pas réparer la berline. Je n'allais pas installer le chargeur. J'ai tourné la clé. La berline a toussé, a sifflé et a repris vie à contre-cœur. Je ne rentrais pas chez moi. Pas encore. Pour comprendre pourquoi la Tesla faisait tant de mal, il faut comprendre l'écosystème de la famille Miller. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de la monnaie de l'affection. Et j'étais en faillite depuis ma naissance. Cédric était le premier-né, le fils, l'héritier d'un royaume qui n'existait pas. François, mon père, était un homme obsédé par les apparences. Il avait travaillé dans la vente de niveau intermédiaire toute sa vie. Toujours à la recherche du gros coup. Toujours à louer des voitures qu'il ne pouvait pas se permettre pour ressembler au patron qu'il n'est jamais devenu. Pour François, Cédric était sa seconde chance. Il projetait toutes ses ambitions ratées sur mon frère. Si Cédric réussissait, François réussissait. Marie, ma mère, était la facilitatrice. C'était une femme qui croyait que l'amour signifiait supprimer tous les obstacles. Si Cédric ratait un examen, le professeur était partial. Si Cédric était renvoyé, le patron était jaloux. Si Cédric était pris en état d'ébriété, ce qui est arrivé 2 fois, ce n'était que de la malchance et une étourderie de jeunesse. Moi, par contre, j'étais la police d'assurance. Je me souviens quand j'avais 16 ans. Je voulais faire un voyage scolaire à Paris. Cela coûtait 400 €. J'en avais économisé la moitié en faisant du babysitting et je leur ai demandé de compléter l'autre moitié. François m'avait fait asseoir à la table de la cuisine, le visage sévère, et m'avait fait la leçon sur la responsabilité fiscale. L'argent ne tombe pas du ciel, Amélie, avait-il dit, pointant un doigt vers moi. Nous avons une hypothèque. Nous avons des factures. Tu ne peux pas t'attendre à des aumônes. 2 jours plus tard, Cédric, qui avait 18 ans et venait de mettre sa première voiture à la casse, est rentré à la maison avec une toute nouvelle installation de jeu qui coûtait 2000 €. François avait ri en l'aidant à l'installer. Les garçons doivent se détendre, avait-il dit quand il m'avait vu regarder depuis l'embrasure de la porte. C'était la dynamique. Je travaillais, j'économisais, je réussissais, et j'étais ignoré. Cédric dérivait, s'écrasait, brûlait, et était récompensé. Mais cette fois, c'était différent. C'était désespéré. Alors que j'étais assise au feu rouge, la berline tournant au ralenti en dessous de moi, j'ai repensé à la conversation que j'avais surprise il y a 1 mois. J'étais dans la cuisine en train de réparer une fuite sous le révier parce que pourquoi payer un plombier quand Amélie est là et ils étaient dans le salon. Le compte de retraite est maigre, François, avait chuchoté Marie. Sa voix était anxieuse. Ne t'inquiète pas, avait répondu François, sa voix pleine de cette confiance non méritée. Le gros coup de Cédric arrive. Cette histoire de crypto qu'il fait. Et si ça ne marche pas, nous avons Amélie. Elle ne gagne pas tant que ça, n'est-ce pas, a demandé Marie. Elle gagne assez, a dit François. Elle est célibataire. Pas d'enfant. Elle n'a pas besoin de beaucoup. Quand nous serons prêts à prendre notre retraite, elle prendra le relais. C'est son devoir. Nous l'avons élevée, n'est-ce pas? Le feu est passé au vert. J'ai appuyé sur l'accélérateur et la voiture a fait un bond en avant avec un gémissement. Elle prendra le relais. Ils n'étaient pas seulement en train de favoriser Cédric. Ils étaient en train de cannibaliser leur propre avenir pour financer son présent, misant sur le fait que je serais là pour les rattraper quand ils tomberaient. Ils ont acheté la Tesla non seulement parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'ils se sentaient en droit de mon futur travail pour payer leurs erreurs. Et puis il y avait Cédric lui-même, l'antagoniste de mon histoire de vie, qui ne réalisait même pas qu'il était le méchant parce qu'il était trop occupé à jouer dans son propre film. Cédric était charmant d'une manière superficielle et mielleuse. Il maîtrisait parfaitement le vocabulaire de la culture d'entreprise et de l'esprit d'entreprise. Il parlait de synergie et de disruption tout en m'empruntant 20 € pour l'essence. La Tesla était son accessoire ultime. Il n'avait pas de travail pour se déplacer. Il n'avait pas de clients à impressionner.
Il vivait gratuitement dans l'appartement de sa petite amie et consultait sur des projets qui ne semblaient jamais se matérialiser. François et Marie voyaient un visionnaire. Je voyais une sangsue. Mais le plus dangereux chez une sangsue n'est pas son appétit. C'est l'anesthésiant qu'elle injecte. Pour que vous ne la sentiez pas se nourrir avant qu'il ne soit trop tard. Mes parents étaient insensibles à son égard. Ils se vidaient financièrement de leur sang, prenaient des deuxièmes hypothèques ou encaissaient des plans d'épargne retraite. Je ne connaissais pas encore la source, mais je savais qu'il n'avait pas 100 000 € en liquide juste pour gonfler son ego. Et les clés rouillées sur mes genoux, c'était eux qui testaient le terrain. C'était eux qui voyaient combien de manque de respect j'allais avaler. Si j'acceptais le piège mortel avec un sourire, si je le réparais et les remerciais, ils sauraient qu'ils me tenaient. Ils sauraient que j'étais docile. Ils sauraient que lorsque la facture de la Tesla arriverait à échéance, ils pourraient me la glisser sur la table et je la paierais. J'ai tourné dans la voie pour le concessionnaire Porsche. J'ai regardé le reflet de la berline beige dans les immenses vitrines du showroom. Elle ressemblait à une tâche, une erreur. Je n'allais pas être leur plan de retraite. Je n'allais pas être le filet de sécurité. J'ai garé la berline juste devant l'entrée à côté d'une 911 GT3 étincelante. Le contraste était comique. Un vendeur en costume élégant a levé les yeux de son bureau, son expression passant de la confusion à la lassitude en voyant le tas rouillé s'arrêter en cliquetant. J'ai coupé le moteur. J'ai attrapé mon sac. J'ai ouvert la porte, qui a hurlé de protestation, et je suis sorti sur le trottoir immaculé. Il était temps de présenter à François et Marie la véritable Amélie. Le vendeur s'appelait David. Je le savais parce que son badge était poli à un éclat qui rivalisait avec les voitures sur le sol. Quand je suis sorti de la berline de 2002, laissant une petite flaque de condensation couleur rouille sur leurs pavés impeccables, David s'était approché de moi avec le masque poli et l'as de quelqu'un se préparant à donner des indications à un livreur égaré. « Puis-je vous aider, mademoiselle » a-t-il demandé, ses yeux jetant un coup d'œil momentané au désastre beige derrière moi. Il se tenait les mains jointes, agissant comme une barrière physique entre moi et le plancher du showroom. « Oui, dis-je, ma voix calme, me débarrassant du tremblement qui était là seulement 20 minutes auparavant. Je suis intéressé par la 911 Carrera 4S là-bas, la bleue gentiane. David a cligné des yeux. Il a regardé mon jean, qui était en dénime de haute qualité, mais du jean quand même, et mon simple t-shirt blanc. Il a regardé la berline. C'est un beau véhicule. Cependant, les essais routiers nécessitent généralement un rendez-vous préprogrammé et une vérification de crédit souple, et nous fermons dans 1 heure. Je ne veux pas faire d'essais routiers, dis-je, fouillant dans mon sac et sortant mon portefeuille. J'en ai extrait ma carte, la lourde carte noire en métal anodisé qui restait généralement cachée dans une fente secrète. Je la lui ai tendue. Je veux l'acheter aujourd'hui, tout de suite, en supposant que vous ayez le titre en main et que vous puissiez traiter l'immatriculation par voie électronique. Le regard de David est tombé sur la carte. J'ai vu le moment où la reconnaissance l'a frappé. Sa posture a changé instantanément. Les épaules se sont relâchées, le sourire s'est élargi, la posture de barrière se dissolvant en une accueillante escorte. Par ici, madame. Puis-je vous offrir un espresso? De l'eau pétillante? De l'eau pétillante. Citron, dis-je, le dépassant vers le bureau. Pendant que David s'agitait frénétiquement pour préparer la paperasse et s'assurer que la voiture soit détaillée pour une livraison immédiate, je me suis assise dans le fauteuil en cuir moelleux et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne perdais pas juste mon temps. Le trajet en voiture avait dissipé le brouillard de la douleur, le remplaçant par la logique froide et dure qui me rendait excellente dans mon travail. François et Marie n'avaient pas d'argent. Je le savais de source sûre. François se plaignait de l'inflation du marché et du coût des courses depuis 2 ans. Alors, comment avait-il dépensé 6 chiffres pour une Tesla? Je me suis connecté à la base de données des registres publics du greffe du département. C'était une recherche simple, vraiment. N'importe qui pouvait le faire s'il savait où chercher, mais mes parents étaient analphabètes en technologie. Ils pensaient que le cloud était du temps qu'ils faisaient. J'ai tapé leur adresse. Les résultats sont apparus instantanément. Mon estomac s'est noué. Date d'enregistrement, hier. Type de document, ligne de crédit garantie par la maison prêt hypothécaire rechargeable, PHR. Prêteur, Apex Prêt et Fiducie Prédatoire. Pas le vrai nom, mais assez proche.
Montant, 150 000 euros. Taux d'intérêt variable à partir de 9,5%. J'ai fixé l'écran, les chiffres se brouillant légèrement. Ils n'avaient pas utilisé d'économie. Ils avaient hypothéqué leur maison, la maison qu'ils avaient finalement remboursée il y a 3 ans, pour acheter un jouet à Cédric, et pas seulement un prêt standard. C'était une ligne de crédit à taux variable à haut risque d'un prêteur connu pour approuver les mauvaises décisions. C'était pire que je ne le pensais. Ils ne pariaient pas seulement sur moi pour les aider à la retraite. Ils avaient activement fait exploser leur fondation financière. Ils avaient retiré 150 000 euros de la valeur nette de la maison. 100 000 euros pour la voiture. Où étaient les 50 000 euros restants? J'ai fait une autre recherche. Registre judiciaire. Défendeur, Cédric Miller. Statut du dossier, jugement civil en cours. Montant, 42 000 euros. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré lentement. Cédric avait été poursuivi en justice. Une entreprise ratée. Une dette? Cela n'avait pas d'importance. Ils avaient encaissé leur maison pour payer ses dettes secrètes et lui acheter un trophée pour le célébrer. Tout est prêt avec les chiffres préliminaires, Mademoiselle Miller, a dit David, faisant glisser une tablette élégante sur le bureau, interrompant mon enquête. Nous sommes prêts pour votre signature. J'ai regardé le total. C'était une somme d'argent exorbitante, une somme irresponsable pour quiconque n'avait pas mon portefeuille. Mais je n'achetais plus une voiture. J'achetais une arme. J'achetais une déclaration d'indépendance visible et indéniable. J'ai signé. Et la reprise, a demandé David délicatement, pointant vaguement vers la fenêtre où la berline beige se trouvait comme une verrue sur le paysage. Mettez-la à la ferraille, dis-je sans lever les yeux. Ou donnez-la à un derby de démolition. Peu m'importe. Dégagez-la de ma vue. Le retour vers la maison de mes parents fut une expérience sensorielle qui frôlait le spirituel. La Porsche ne cliquetait pas. Elle ne sifflait pas. Elle bourdonnait d'une grâce prédatrice. Le bruit de la route était étouffé à un murmure. Le siège en cuir m'enveloppait d'une manière qui ressemblait à une armure. La climatisation était nette et immédiate, refroidissant la sueur qui avait séché sur mon dos. J'avais quitté la maison il y a 1 heure en tant que fille bouc émissaire dans un piège mortel. Je revenais en tant qu'étrangère qu'ils n'avaient jamais pris la peine de rencontrer. J'ai tourné dans leur rue. C'était un cul-de-sac de banlieue calme bordé de maisons modestes et de pelouses bien entretenues. Alors que j'approchais de leur allée, je les ai vus. Ils étaient toujours dehors. Bien sûr qu'ils l'étaient. La Tesla était le nouvel hôtel, et ils étaient les fidèles. François essuyait le capot avec un chiffon en microfibre, quelque chose qu'il n'avait jamais fait pour aucune de mes voitures. Cédric était assis sur le siège conducteur, la porte ouverte, tripotant le tableau de bord massif à écran tactile. Marie se tenait près du parterre de fleurs, tenant un verre de thé glacé, regardant avec un sourire béat. Je ne me suis pas garé dans la rue. J'ai foncé directement dans l'allée, bloquant la Tesla. La note du moteur de la 911 était distincte, un grondement bas et guttural qui exigeait de l'attention. Lorsque je me suis approché, François a levé les yeux, les sourcils froncés d'agacement face à l'intrusion. Il a plissé les yeux contre le soleil, ne reconnaissant pas la voiture. J'ai vu la confusion sur son visage. Qui est-ce? Un voisin? Une personne riche égarée? J'ai mis la voiture en stationnement et j'ai coupé le moteur. Le silence qui a suivi était pesant. J'ai ouvert la porte et je suis sorti, mes lunettes de soleil protégeant mes yeux, mon sac en bandoulière. Amélie. La voix de François était aiguë, incrédule. Il a fait un pas en avant, le chiffon en microfibre pendant de sa main. Quoi? C'est la voiture de qui? Cédric a sorti la tête de la Tesla. Sa mâchoire est tombée. Waouh, c'est une 911 4S. Tu es avec qui? Je ne suis avec personne, dis-je, m'appuyant contre le cadre de la porte de ma nouvelle voiture. J'ai croisé les bras. Je suis avec moi. Marie s'est précipitée, l'air nerveuse. Est-ce que tu as loué ça, Amélie? C'est tellement cher. Nous t'avons dit de faire attention à ton argent. Tu ne peux pas te permettre de louer une voiture comme ça juste pour te montrer. Ce n'est pas une location, maman, dis-je calmement. Alors, elle est à qui,
a exigé François, s'approchant de la voiture et regardant à l'intérieur de la vitre comme s'il cherchait le vrai propriétaire caché sur la banquette arrière. Un petit ami te l'a prêté? C'est la voiture de ton patron? Elle est à moi, dis-je. J'ai brandi la clé, élégante, façonnée comme la silhouette de la voiture elle-même. Je l'ai achetée. François s'est figé. Il a regardé la voiture, puis moi, puis à nouveau la voiture. Il a ri, mais s'est éteint son nerveux et bégayant. Ne sois pas ridicule. C'est un véhicule à 150 000 euros. Tu travailles dans. Tu fais du support informatique. Tu ne peux pas acheter ça. Je suis architecte de solutions senior, papa. Je construis des infrastructures cloud pour des systèmes bancaires mondiaux. Les jeux corrigés, ma voix était coupante. Et oui, je l'ai acheté. Payé comptant il y a environ 20 minutes. Cédric s'est précipité hors de la Tesla. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par un regard de fascination avide mêlé de choc. Il a fait le tour de la Porsche, passant sa main sur l'aileron. Content? Tu as ce genre de liquidité? Retire tes mains, Cédric, ai-je claqué. Il a reculé comme si je l'avais giflé. Pfiou, sensible. Je regarde juste. Attends. Si tu as ce genre d'argent, pourquoi conduis-tu cette ferraille que papa t'a donnée? Je ne la conduis pas, dis-je. Je l'ai laissée à la concession. Je leur ai dit de la mettre à la casse. Le visage de François est devenu d'un rouge marbré. Tu quoi? C'était une voiture parfaitement bonne. J'ai mis de l'huile neuve dans cette voiture. C'était un cadeau. C'était une insulte, papa, dis-je, m'éloignant de la voiture pour pouvoir les regarder tous dans les yeux. C'était un piège mortel avec des pneus lisses et pas de climatisation. Tu as donné à Cédric une Tesla et tu m'as donné un billet pour les urgences. Mais ne t'inquiète pas, j'ai résolu le problème. Tu as ce genre d'argent, a chuchoté Marie, les mains couvrant sa bouche. Ses yeux étaient grands ouverts, mais je n'y voyais pas de fierté. J'y voyais du calcul. Je voyais des calculs mentaux se produire en temps réel. Oui, dis-je. J'en ai. Eh bien, a dit François, bombant le torse, essayant de retrouver la domination qu'il sentait lui échapper. Si tu as tellement d'argent que tu peux le jeter sur un jouet comme ça, alors je m'attends à ce que tu nous rembourses la Tesla puisque tu t'en sors si bien. Le silence qui a suivi la demande de François a été plus fort que le moteur de la Porsche. L'audace de celle-ci flottait dans l'air humide entre nous. Il avait sauté par-dessus les félicitations, par-dessus le « nous n'en avions aucune idée » et avait atterri directement sur « paye-moi ». Vous remboursez, ai-je répété, gardant ma voix dangereusement basse. Pour le cadeau que vous lui avez acheté? C'est une question d'équité, Amélie, a dit François, retrouvant ses marques maintenant. Il a adopté sa posture de chef de famille, pieds écartés, mains sur les hanches. Nous avons dépensé nos économies pour Cédric parce qu'il avait besoin d'un coup de pouce. Nous pensions que tu étais en difficulté, mais visiblement tu as thésaurisé de l'argent tout en regardant ta famille se débrouiller. C'est égoïste. Vraiment? Si tu peux acheter ça, tu peux aider la famille. Nous avons besoin de rembourser le financement de la Tesla. Le financement? J'ai penché la tête sur le côté. Je croyais que tu avais dit que c'était un cadeau payé avec vos économies. François a cligné des yeux, pris au piège. Eh bien, nous avons utilisé une partie des économies et financé le reste. C'est un pré-relais. Juste jusqu'à ce que l'entreprise de Cédric décolle. Arrête de mentir, François, dis-je. Je ne l'ai pas appelé papa. Le titre ne correspondait plus à l'homme debout devant moi. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je suis au courant du PHR. La couleur a fui le visage de Marie. Elle a tendu la main et a attrapé le bras de François. François. J'ai cherché à la concession, ai-je continué, faisant défiler la capture d'écran que j'avais prise. Apex prêt prédatoire, 150 000 euros contre la maison à 9,5% d'intérêt variable. Vous n'avez pas utilisé d'économie. Vous avez hypothéqué le toit au-dessus de vos têtes. Cédric a regardé nos parents, confus. Attendez, quoi? Vous avez dit que vous aviez encaissé des actions. Vous avez dit que la maison était libre de dettes. Tais-toi, Cédric, lui a craché François, puis il a tourné sa fureur vers moi. Comment oses-tu nous espionner?
Ce sont des affaires financières privées. Je suis ton père. Et vous êtes fauché, dis-je brutalement. Vous avez contracté un prêt que vous ne pouvez pas vous permettre. Le paiement mensuel de ce PHR va avoisiner les 1500 € juste en intérêt. Vous ramenez 4000 € par mois, papa. Avec les taxes hypothécaires et les services publics, vous ne pouvez pas payer cela. Nous pouvons le payer, a crié François, les veines bombant dans son cou. Et une fois que la firme de conseil de Cédric aura percé. Cédric a un jugement de 42 000 € contre lui à la suite d'un procès, ai-je interrompu, lâchant la deuxième bombe. Cédric s'est figé. Il avait l'air d'un cerf pris dans les phares. Comment? Comment sais-tu ça? Registre public, Cédric. Tout est public si vous savez où chercher. Je me suis tourné vers François. Alors, laissez-moi deviner le plan. Vous avez retiré la valeur nette pour payer le gâchis juridique de Cédric et acheté la voiture pour lui donner l'air de réussir, en espérant qu'il escroquerait quelqu'un d'autre pour investir. Et quand les paiements mensuels pour le prêt immobilier commenceraient à arriver, qui allait les payer? Moi. Marie a commencé à pleurer. Ce n'était pas un cri noble. C'était un sanglot de démasquage. Nous voulions juste que tout le monde aille bien. Nous pensions que puisque tu n'avais pas de mari ni d'enfant, ça ne te dérangerait pas d'aider. Tu as toujours été si douée avec l'argent, Amélie. Je suis douée avec l'argent parce que je ne le dépense pas pour des gens qui me traitent comme des déchets, ai-je dit. Petite ingrate. François a fait un pas en avant, levant la main comme pour me pointer du doigt, mais il s'est arrêté quand il a regardé à nouveau la Porsche, le symbole de ma puissance. Il ne pouvait pas me traiter comme une enfant alors que je l'avais dépassé dans toutes les métriques qu'il valorisait. Tu ne peux pas conduire ça ici, a dit soudain Cédric, sa voix maussade. Il s'est dirigé vers la Porsche. Ça a l'air ridicule. Tu ne sais même pas conduire une voiture comme ça. Laisse-moi faire un tour. Je te dirai si on t'a arnaqué. Il a tendu la main vers la poignée de porte. Touche à cette voiture, dis-je, ma voix tombant à un murmure qui portait plus de menace qu'un cri, et je la ferai remorquer à la fourrière et la déclarerai volée. Et étant donné ton casier, Cédric, je ne pense pas que tu veuilles que la police s'en mêle. Cédric a retiré sa main. Tu es en train de déchirer cette famille, a crié François. Pour une voiture, pour de l'argent, après tout ce que nous avons fait pour toi. Vous n'avez rien fait pour moi, papa, dis-je. Vous m'avez donné une clé rouillée et vous vous attendiez à ce que je vous dise merci. Vous avez hypothéqué votre avenir pour un fils qui vous ment et vous aviez prévu de me refiler la facture. Eh bien, la banque est fermée. Tu ne pars pas, a dit François, se déplaçant pour bloquer l'allée, se tenant devant ma voiture. Nous devons discuter de ça. Nous devons trouver un plan de paiement pour le prêt immobilier. Tu fais partie de cette famille et tu vas contribuer. Je ne fais pas partie de cette dette, dis-je, remontant sur le siège conducteur. Et je ne paierai pas un centime. J'ai démarré le moteur. Le rugissement était fort, autoritaire. François a tressailli, mais il n'a pas bougé. Il se tenait là, le visage rouge, les poings serrés, misant sur 30 ans d'intimidation pour me maintenir en place. Mais je n'avais plus 16 ans, et je ne conduisais pas une voiture qui calait. J'ai enclenché la marche arrière. Bouge, François, dis-je par la fenêtre ouverte. Ou pas, mais je m'en vais. Il m'a regardé fixement, cherchant l'hésitation qui était là autrefois. Il ne l'a pas trouvée. Il n'a vu que le reflet froid de ses propres échecs. Il s'est écarté. Alors que je reculais, les laissant debout dans l'allée un mari sanglotant, Cédric boudant, et François fixant le pavé, je savais que ce n'était pas fini. La réalité ne les avait pas encore complètement frappés. Ils pensaient encore qu'ils pouvaient me faire culpabiliser pour que je revienne. Ils ne réalisaient pas qu'en me montrant la berline rouillée, ils m'avaient montré exactement ce que j'étais à leurs yeux. Et maintenant qu'ils savaient ce que je valais pour le monde, le véritable désespoir était sur le point de s'installer. L'invitation est arrivée 3 jours plus tard. Ce n'était pas un SMS ou un appel téléphonique. C'était une invitation formelle envoyée par email de groupe à toute la famille élargie, tantes, oncles, cousins, et même quelques voisins. Objet, une célébration de nouveau départ. Joignez-vous à François, Marie et Cédric pour un barbecue afin de célébrer la nouvelle entreprise de Cédric et le brillant avenir de la famille Miller. Dimanche, 14 h.
J'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable dans mon appartement en hauteur, sirotant un café qui avait le goût de la victoire. Ils redoublaient d'efforts. Ils étaient terrifiés à l'idée que les rumeurs de notre confrontation dans l'allée ne se propagent, alors ils créaient une façade de prospérité pour noyer la vérité. Ils avaient besoin de témoins de leur succès afin que si je refusais de payer leurs dettes, je passerais pour la sœur amère et jalouse gâchant leur bonheur. Je n'allais pas y aller. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de suppression. Mais ensuite, j'ai vu la réponse à tous de ma tante Linda, la commère de la famille, si fière de Cédric. J'ai hâte de voir la nouvelle voiture dont tout le monde parle. Amélie vient-elle? Marie avait répondu, bien sûr, elle ne manquerait pas le grand moment de son frère. Il m'utilisait à nouveau comme accessoire. Si je ne me montrais pas, ils inventeraient une histoire sur le fait que j'étais instable, non solidaire ou en difficulté. Si je venais, ils s'attendaient à ce que je sois aimable devant un public, misant sur la pression sociale pour que je me taise sur le PHR et la dette. Ils avaient oublié la règle la plus importante de la guerre, n'invitez jamais un ennemi qui n'a plus rien à perdre dans votre bastion. J'ai répondu, je serai là. Le dimanche est arrivé avec une chaleur étouffante. J'ai conduit la Porsche, bien sûr. Je portais un tailleur pantalon en lin qui criait cadre, un contraste saisissant avec les t-shirts délavés que j'avais l'habitude de porter pour me cacher dans leur maison. Quand je me suis arrêté, la rue était bordée de voitures. La Tesla était garée de manière proéminente sur la pelouse, littéralement sur l'herbe comme une pièce de musée. Je me suis garé dans la rue, m'assurant que ma voiture était visible mais pas agressive. Je suis monté dans l'allée en portant un élégant porte-documents en cuir. La voici, a tonné François alors que j'entrais dans le jardin. Il s'occupait du grill, portant un tablier et embrassait le cuisinier, transpirant abondamment. Il avait une bière dans une main et des pinces dans l'autre. Il avait l'air maniaque. La fille prodigue est de retour. Le jardin était plein. Tante Linda, oncle Bob, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Ils se sont tous tournés pour regarder. Cédric tenait la cour près de la glacière, portant une chemise à boutons impeccable qui, je le savais, coûtait plus cher que le budget d'épicerie hebdomadaire. Bonjour tout le monde, dis-je, ma voix portant clairement. Amélie. Marie s'est précipitée, attrapant mon bras avec une poigne douloureuse. Elle s'est penchée, chuchotant à travers un sourire crispé. N'ose pas faire de scandale. Nous faisons la fête. Souris et mange un burger. Je n'ai pas faim, maman, dis-je, retirant mon bras. Alors, Amélie a appelé oncle Bob, faisant un geste avec un hot dog. François nous dit que tu t'es acheté une petite voiture de sport, enfin tu dépenses un peu de cet argent de l'informatique, hein? Quelque chose comme ça, dis-je, marchant vers le centre du patio. Et Cédric, s'est exclamée tante Linda, se tournant vers mon frère. Une Tesla plaide. Mon Dieu, François, tu as dû bien gagner avec ces actions cette année pour le gâter comme ça. François a bombé le torse. Eh bien, vous savez, la famille passe avant tout. L'entreprise de Cédric est sur le point d'exploser, alors nous voulions nous assurer qu'il ait l'air à la hauteur. C'est quoi cette entreprise exactement, ai-je demandé. Le bavardage s'est éteint. La question était simple, mais le ton a traversé l'humidité comme une lame. Cédric s'est éclairci la gorge, changeant son poids. C'est du conseil en blockchain, des trucs de haut niveau, l'optimisation de la synergie pour les actifs crypto. Fascinant, dis-je, ouvrant mon porte-documents en cuir. Parce que j'ai fait quelques recherches sur Miller Consulting Group. Amélie, arrête, a prévenu François, s'éloignant du grill. Pas maintenant. Je pense que c'est le moment idéal, dis-je, sortant une liasse de papier. Puisque vous avez invité tout le monde à célébrer l'avenir financier de la famille, il devrait savoir à quoi ressemble réellement cet avenir. J'ai brandi le premier document. Ceci est un enregistrement de la SARL que Cédric a enregistré. Elle a été dissoute par l'État il y a 6 mois pour non-paiement d'impôts. Des murmures ont parcouru la foule. Le visage de Cédric est devenu pâle. C'était une erreur de déclaration. Mon comptable s'est trompé. Tu n'as pas de comptable, Cédric, dis-je calmement. J'ai sorti le papier suivant. Et ceci est le jugement du procès que j'ai mentionné. 42 000 € dû à un propriétaire pour un espace commercial que tu as loué et que tu n'as jamais utilisé, mais où tu as organisé des fêtes jusqu'à ce que tu sois expulsé.
C'est un mensonge, a crié Cédric, sa voix se brisant. Elle ment. Elle est juste jalouse parce que papa m'a acheté la Tesla. Parlons de la Tesla, dis-je, me tournant vers tante Linda. Papa t'a dit qu'il l'avait achetée avec des bénéfices d'action, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, a murmuré Linda, regardant entre François et moi. Ceci, dis-je, brandissant le document d'acte de fiducie, est le dépôt public d'un prêt hypothécaire rechargeable, PHR, contracté sur cette maison il y a 4 jours pour 150 000 € à 9% d'intérêt. Le silence fut absolu. Le seul son était le grésillement des burgers brûlants sur le grill laissé sans surveillance. François, a dit oncle Bob, sa voix grave. Tu as hypothéqué la maison. Tu m'avais dit que tu étais libre de dette. C'est un investissement, a crié François, jetant les pinces. Amélie, sors d'ici. Tu essaies de nous humilier. J'essaie de vous sauver, ai-je claqué, perdant mon calme pour la première fois. Je me suis tourné vers ma mère. Maman, regarde ces chiffres. Sais-tu ce qui se passe quand on ne peut pas effectuer les paiements? La banque prend la maison. Cette maison où vous vivez. Et Cédric, il ne peut pas payer. Il n'a pas de revenus. Il n'a pas d'entreprise. Il se noie dans les dettes et il vient de vous entraîner avec lui. Marie a regardé les papiers dans ma main. Puis Cédric. Cédric, tu as dit que les investisseurs attendaient juste la voiture. Tu as dit que l'argent arrivait la semaine prochaine. Cédric avait l'air acculé. Il regarda la Tesla, puis ses pieds. Ça arrive. J'ai juste besoin de plus de temps. Amélie ne comprend pas comment fonctionnent les affaires. Je comprends les mathématiques, dis-je. Et les mathématiques disent que vous êtes en faillite. Je me suis tourné vers la foule, vers la famille qui m'avait regardé être le bouc émissaire pendant des décennies. Mes parents ont essayé de me donner une voiture en ruine pour me maintenir à ma place pendant qu'ils se ruinaient pour un mensonge. J'en ai fini. Je ne les tirerai pas d'affaire. Alors, si quelqu'un ici veut prêter de l'argent à François pour payer son hypothèque le mois prochain, préparez vos chéquiers parce que la banque arrive. Amélie. François s'est jeté vers moi, son visage pourpre de rage. Oncle Bob s'est interposé devant lui, le retenant. Calme-toi, François, a dit Bob, sa voix sévère. Elle montre les papiers, François. Est-ce vrai? François s'est arrêté, haletant, regardant autour de lui le cercle de visages qui jugeaient. Il a regardé la Tesla, qui ressemblait soudain moins à un trophée qu'à une pierre tombale. Il s'est effondré, la lutte le quittant. Nous voulions juste qu'il ait une chance, a chuchoté François. Vous lui avez donné une chance, dis-je, fermant mon porte-document. Vous lui avez donné toutes les chances, et il vous a trahi. J'ai regardé Cédric. Il ne regardait pas nos parents. Il regardait son téléphone, essayant probablement de savoir s'il pouvait vendre la voiture avant que la banque ne gèle les actifs. Joyeuse fête de lancement, dis-je. Je me suis retourné et j'ai redescendu l'allée. Derrière moi, j'ai entendu Marie commencer à sangloter, un son profond et guttural de prise de conscience. J'ai entendu François se disputer avec Bob. J'ai entendu le château de cartes s'effondrer. Je suis monté dans ma Porsche, le moteur rugissant, et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce que je laissais derrière moi. Les retombées ont été rapides et brutales, exactement comme les mathématiques l'avaient prédit. En une semaine, l'avenir de la famille Miller s'était désintégré. Mon exposition publique au barbecue avait brisé l'illusion à laquelle François et Marie s'accrochaient. Oncle Bob, qui était expert comptable, les avait fait asseoir cet après-midi-là et avait examiné leurs finances. Il m'a appelé plus tard cette nuit-là, sa voix était contenue. C'est pire que ce que tu pensais, Amélie, avait-il dit. Ils n'ont pas seulement pris le PHR. Ils ont des dettes de carte de crédit. Ils ont financé le style de vie de Cédric pendant des années avec du plastique à taux d'intérêt élevé. Ils sont insolvables. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais elle était distante, comme lire une tragédie dans un journal. Je sais, oncle Bob, mais je ne peux pas arranger ça. Je ne le ferai pas. Je sais, a-t-il dit. Je leur ai dit. Je leur ai dit qu'ils devaient vendre la Tesla immédiatement. Ils ont essayé. Oh, ils ont essayé.
Mais parce qu'ils avaient reporté l'équité négative du véhicule précédent de Cédric, un pick-up dont ils s'étaient lassés, dans le prêt Tesla, ils étaient sous l'eau. Vendre la voiture ne couvrirait même pas le solde du prêt. La Tesla a été saisie 3 semaines plus tard. Une dépanneuse est arrivée en plein jour, traînant la bête électrique hors de la pelouse pendant que les voisins regardaient. Ce fut l'humiliation ultime pour François. Cédric n'est pas resté pour le voir. Une fois que le robinet d'argent a été coupé, il a disparu. Il a emménagé avec un ami dans une autre région, laissant derrière lui un SMS blâmant nos parents de ne pas avoir cru en sa vision et moi d'avoir saboté son succès. Il n'a pris aucune responsabilité. Il ne le ferait jamais. Mais au moins, il était parti et il ne pouvait plus les saigner à blanc. 2 mois après le barbecue, j'ai reçu un appel de Marie. J'étais dans mon bureau à domicile, examinant les plans d'un nouveau centre de données à Zurich. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Allô, Amélie. Sa voix était petite, fragile. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Salut. Je ne savais pas si tu répondrais. Je suis là, maman, dis-je, gardant ma voix neutre. Nous avons vendu la maison, a-t-elle dit. Les mots sont sortis en un flot, suivis d'un souffle saccadé. La banque a accepté une vente à découvert pour couvrir le PHR. Nous devons partir d'ici le 1er du mois. Je vois, dis-je. J'ai ressenti le poids de cela. La maison où j'avais grandi. La maison où je m'étais caché dans le placard pour étudier. La maison où j'avais été ignoré. Où allez-vous? Nous avons trouvé un petit appartement, a-t-elle dit. 1-2 pièces. C'est dans un quartier plus difficile, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre avec la pension de ton père. Bob nous a aidés à établir un budget. Il y eut un long silence. Amélie, dit-elle, et je pouvais entendre les larmes dans sa voix. Je suis allé dans ton ancienne chambre pour faire les cartons. J'ai trouvé tes anciens bulletins, ceux que tu essayais de nous montrer. J'ai trouvé les dessins que tu as faits. J'ai fermé les yeux. Maman, ne fais pas ça. Nous avions tellement tort, sanglota TL. Nous étions tellement aveugles. Nous avons passé nos vies à arroser une mauvaise herbe et nous avons ignoré la fleur. Tu avais raison. Tu avais raison sur tout. Cette voiture rouillée. Mon Dieu, Amélie, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir vu. Ce n'était pas une réparation. Cela n'annulait pas 30 ans de négligence. Cela ne me rendait pas mon enfance. Mais c'était la vérité. Et pour la première fois de ma vie, l'excuse n'était pas suivie d'une demande d'argent. Merci de l'avoir dit, dis-je doucement. Vas-tu venir nous voir un jour? A-t-elle demandé. Dans l'appartement. Je promets, pas de Cédric, juste nous. Je veux apprendre à connaître ma fille, l'architecte. J'ai regardé par la fenêtre le paysage urbain, la vie que j'avais bâtie de mes propres mains. J'avais la justice. J'avais la justification. Et maintenant, j'avais la seule chose que j'avais cessé d'espérer. La reconnaissance. Peut-être, dis-je. Donne-moi du temps, mais peut-être. D'accord, murmura-t-elle. D'accord. Nous t'aimons, Amélie. Vraiment. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Je suis restée assise là pendant longtemps dans le silence de mon bel appartement payé. Je n'allais pas me précipiter. Je n'allais pas les sauver des conséquences de leurs actes. Ils devaient vivre dans ce petit appartement. Ils devaient conduire une voiture d'occasion. Ils devaient apprendre les leçons qu'ils avaient essayé de me forcer à apprendre. Mais alors que je regardais la clé rouillée que j'avais gardée, pas la clé de voiture, mais la clé de leur maison, que je laissais tomber maintenant dans la poubelle, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Je n'étais plus le filet de sécurité. Je n'étais plus le plan de secours. J'étais Amélie Miller. Et pour la première fois, c'était suffisant.